Imaginez des technologies qui sauvent des vies, qui réinventent le transport ou qui explorent l'espace. L'École de technologie supérieure en conçoit depuis 50 ans. 50 ans. Imaginez la suite. Nous sommes le jeudi 20 mars. Voici à la une. Bonjour, bon jeudi, j'espère que vous allez bien. Mathieu Belle-Humeur au microphone. Merci d'être avec nous en ce début de journée. Bon printemps. Oui, c'est officiel depuis quelques minutes. Le printemps est arrivé, donc j'espère être le premier à vous le souhaiter. D'ailleurs, Véronique Méran, bonjour. Bonjour Mathieu. Bon printemps à vous aussi. Ah, ce matin, ça sent le printemps on en plus. On sort à l'extérieur, c'est doux. Je sais pas comment c'est dans votre région, mais en tout cas dans le sud du Québec, c'est doux. Et hier, j'avais envie d'ouvrir ma piscine, j'avais envie de partir en vélo, j'avais envie de tout faire les activités qu'on fait à l'extérieur, un barbecue, etc. Grandes ambitions du printemps. Grandes ambitions du printemps. Finalement, j'ai pris une marche. C'est une bonne idée. Mais c'était tellement beau, c'était tellement doux. Ah oui. C'est ça qui nous attend là, à partir de maintenant? Ben ou non, pas tant que ça? c'est ça l'affaire. C'est ça. Mais c'était magnifique. Hier, il a fait 19 vers la fin de l'après-midi. Est-ce qu'on a battu des records? Non, parce qu'on se souvient de 2012, avec le printemps érable, on avait eu des températures au-delà des 20 degrés pendant 5 jours consécutifs. Donc, douceur très agréable, mais pas de record hier. Est-ce que c'est ce qui nous attend pour les prochains jours? On va prendre la journée d'aujourd'hui quand même, avec des températures dans les mêmes eaux. 13 à 15 degrés. Il y a un peu plus de vent, cependant. On le sentait déjà ce matin, là, donc un peu plus venteux du sud-est. Soleil présent le matin. Ensuite, ennuagement. Les gens des Laurentides, de l'Outaouais verront probablement quelques averses là, se dessiner en après-midi. Montréal, l'Estrie, ça ira en toute fin de journée. Sauf que les vents vont tourner au nord-ouest. Et là, dans la nuit, ça va devenir mêlé de neige, tout ça. Pas d'accumulation vraiment. Là. Des flocons mouillés, c'est ce qu'on aura fin de nuit, très tôt demain matin. Et ça va s'estomper. L'Estrie pour aller chercher quelques centimètres, mais dans l'ensemble, c'est une neige qui est très fondante. Les vents seront encore présents demain vendredi. Alors, même si ça se dégage, même si on parle de 5 à 7 degrés comme maximum demain, ce qui est quand même au-dessus des normales, mais avec le vent, on aura une petite sensation un petit peu plus fraîche. Et pour la fin de semaine, samedi, il y aura ennuagement, quelques averses très dispersées en après-midi. Ce n'est pas un cas de grosse pluie. Là. Les températures seront encore autour de 5 à 7 degrés, la dizaine en Estrie. Et là, dimanche, 0-3 sous le soleil. Alors, vous voyez qu'on change un peu de régime. Là. La semaine prochaine, on aura des minimums un petit peu plus bas. La normale, 4 le jour, moins 6 la nuit. On se promènera autour de ça ou un petit peu en dessous. Des gens pour qui le printemps sonne blanc ce matin, ce sont les gens de l'Abitibi. Les secteurs plus au nord, on se réveille, on a déjà une quinzaine de centimètres de neige au sol. Ça fait pas très printemps. Oh non, il y a de la pluie verglaçante un peu plus au sud. Ça va changer en neige tout ça ce matin. Donc, 5 à 10 centimètres supplémentaires, 15 pour les régions les plus au nord à venir aujourd'hui et mercure à la baisse jusqu'à moins 7 pour les gens de l'Abitibi. Vers le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, plutôt nuageux, on aura quelques averses cet après-midi. Oui, ça se changera en neige ce soir. Il n'y a pas vraiment de grosses accumulations. Le maximum, c'est 9 aujourd'hui et ça reste variable pour le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, la Côte-Nord. 11 vers le Bas-Saint-Laurent, 8 en Gaspésie et 3 sur la Côte-Nord aujourd'hui. Une journée agréable. Nord de l'Ontario, 6 degrés sous le soleil, mais dès qu'on arrive vers Timmins, Sudbury, on est dans la tempête là aussi. 10-15 centimètres de neige à venir, un petit peu plus près de 5 à 10 pour les régions plus au sud. Un peu de pluie verglaçante là-dedans. Carrément au sud, les nuages gagnent Toronto-Windsor. Ça reste très doux ce matin, mercure à la baisse cet après-midi. À Ottawa, il y aura ennuagement des averses en après-midi. Et dans l'ouest, généralement nuageux. Vers Edmonton, plus variable à Calgary, c'est du 3 à 10 degrés. On est tout près de 0 vers Regina, 7 à Winnipeg sous un ciel variable. Et à Vancouver, on parlera d'averses, mais de neige potentiellement importante dans les montagnes à venir entre ce soir et demain matin. C'est comme ça. C'est le printemps, mais qu'est-ce que vous voulez? On va encore avec ses soubresauts, effectivement, pour les prochaines semaines. Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée. Je me tourne. Et vous aviez parlé du printemps érable et des temps doux, du temps doux en 2012. Je fais le lien parce qu'une des figures, évidemment, du printemps érable, c'était Gabriel Nadeau-Dubois comme leader étudiant qui est devenu, évidemment, élu député à l'Assemblée nationale, co-porte-parole de Québec solidaire. Il va annoncer aujourd'hui sa démission
mission comme co-porte-parole de Québec solidaire, va rester en poste donc jusqu'aux prochaines élections, mais ne va pas se représenter. Donc, Vincent Maisonneuve va venir nous donner les détails que l'on a là-dessus un peu plus tard à l'émission. Alors, merci Véronique, bonne journée. Olivier, bonjour. Bonjour. Parlons du tournoi de tennis à Miami. La Canadienne Victoria Mboko qui a remporté son match au premier tour. Oui, c'est un premier point important pour la jeune de 18 ans. Première invitation dans un tournoi WTA 1000. C'est la classe de tournoi qui vient tout juste avant les Grands Chelems. Première invitation pour elle. Pourquoi? Parce que depuis le début de la saison, elle est tout feu, tout flamme. 28 victoires et 1 défaite seulement. Elle a amassé 5 titres à ses 6 tournois sur le circuit ITF, qui était l'espèce d'antichambre, si on peut dire, du circuit professionnel féminin. Et c'est pourquoi les organisateurs du tournoi de Miami ont jugé qu'il serait intéressant de l'inviter. Et son match d'hier face à la Colombienne Camila Osorio leur a donné raison en quelque sorte. Première victoire, donc la plus importante, c'est sa toute première, c'est la plus importante jusqu'à présent de sa jeune carrière. Une victoire en 3 manches de 7-5, 5-7 et 6-3 pour une joueuse classée 162e au monde et qui est prometteuse après les grands succès, entre autres, de Bianca Andreescu, de Leilani Fernandez. Il semble qu'on ait trouvé justement ce nouveau visage du tennis canadien qui pourrait justement bousculer l'ordre établi au cours des prochaines années. Il y aura donc, ça se poursuivra pour elle au deuxième tour. On surveillera aussi Leilani Fernandez pendant que je la mentionne. Il y aura un match aujourd'hui pour elle aussi à Miami. C'est son entrée en scène. Elle affrontera l'Américaine Alicia Parks. Donc ça, c'est du côté féminin. Et du côté masculin, Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov, eux, ont droit à un laissez-passer au premier tour. Donc on devra attendre à la fin de la semaine, donc vendredi, avant de voir leur premier match. Mais donc, c'est de bon augure et c'est une belle sortie pour Victoria Mboko lors de ce premier match. Et parlons olympique, le ou la prochaine... Pardon, président. Ça me touche beaucoup. On va connaître qui sera le prochain ou la prochaine président du Comité international olympique. Ça va être en Grèce? C'est en Grèce. En fait, la 144e session du CIO s'est ouverte hier. En fait, officiellement, les travaux ont débuté hier. C'est en Grèce. Et aujourd'hui, ce qui occupera les membres du CIO, c'est justement l'élection du remplaçant ou de la remplaçante de Thomas Bach, qui était en poste depuis... En fait, ça fait 12 ans qu'il est en poste comme président du CIO. Et on devra trouver le successeur. Il y a 7 candidats en liste. Parmi les têtes d'affiche de ces candidatures, on retrouve Juan Antonio Samaranch fils, donc le fils de Juan Antonio Samaranch, qui avait été président de 1980 à 2001. Il gravite autour du CIO depuis 25 ans, donc on parle en bien de sa candidature, connaît très bien les rouages de l'organisation. Sinon, il y a le président de la Fédération internationale d'athlétisme, Sir Sebastian Coe, qui est aussi une figure forte de ce mouvement olympique et qui se présente pour remplacer Thomas Bach. On parle beaucoup de modernisation du Comité international olympique et c'est dans cette voie que sera dirigée probablement la décision des membres aujourd'hui. On devrait apprendre la nouvelle en début d'après-midi. On devrait donc connaître le couronnement et surtout entendre les objectifs de cette nouvelle présidente, parce qu'il y a Kirsten Coventry aussi, la seule candidate qui sera présentée aujourd'hui. Et donc, on verra l'issue de ce vote et surtout l'impact que ça pourra avoir sur le mouvement olympique qui doit se redéfinir et se moderniser. Merci beaucoup, Olivier. Un plaisir. Bonne journée. Au revoir. De politique provinciale au Québec, le co-porte-parole masculin de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, qui va annoncer aujourd'hui qu'il quitte ses fonctions de co-porte-parole et qu'il ne va pas se représenter aux prochaines élections. Vincent Maisonneuve est avec nous. Bonjour Vincent. Bonjour Mathieu. Alors, qu'est-ce qu'on sait de cette annonce qui doit se faire officiellement au début de l'après-midi dans la circonscription de Gouin à Montréal? C'est la circonscription que représente Gabriel Nadeau-Dubois. Eh bien, qu'il quitte son poste de co-porte-parole, comme vous l'avez dit, mais qui ne se représente pas aux prochaines élections, mais qui va rester député. Il va expliquer officiellement, qu'il quitte tout ça. Sa décision n'entraînera pas de déclenchement d'élections partielles parce qu'il reste député jusqu'à la fin du mandat. La nouvelle a d'abord été publiée par Pivot,
un média progressiste, puis confirmé là, par notre chef de bureau à l'Assemblée nationale, Sébastien Bovet. Et non, Gabriel Nadeau-Dubois ne fera pas le saut en politique fédérale ni en politique montréalaise. Là, on sait qu'il y a une élection au fédéral qui s'en vient et qu'il y a des élections municipales qui s'en viennent aussi, mais non. Il ne briguera pas un de ses postes. Il faut dire qu'il était en congé dans les derniers mois de paternité, 3 mois de congé suite à la naissance de sa deuxième fille. Il devait revenir à l'Assemblée nationale cette semaine, mais lundi, il a publié sur les réseaux sociaux qu'il comptait rester un peu plus longtemps à Montréal. Et là, on a cette annonce qui a été confirmée, cette annonce de son avenir politique qui va confirmer cet après-midi qu'il quitte au terme du mandat. OK, parfait. Et donc, on va comprendre mieux certainement après sa conférence de presse les raisons, mais on sait que les 2 dernières années ont quand même pas été faciles pour lui. Son récent congé de paternité, vous l'avez évoqué, a peut-être été aussi l'occasion de réfléchir à son avenir. Et ajouter à cela les résultats de l'élection partielle de lundi dans Terrebonne, un résultat, avouons-le, mauvais pour Québec solidaire. 5 % des votes seulement. C'est peut-être pas une circonscription facile, Terrebonne, pour Québec solidaire, mais 5 %, on est très loin du 13 % que Québec solidaire avait obtenu lors des élections générales de 2022 dans cette circonscription-là. La candidate solidaire dans Terrebonne, Nadia Poirier, s'est d'ailleurs vidé le cœur hier. Elle se disait extrêmement déçue des efforts, du peu d'efforts déployés par son parti, par les députés de Québec solidaire lors de sa campagne à elle. Personne n'était venu l'appuyer. Et le leadership de Gabriel Nadeau-Dubois qui a été critiqué à plusieurs reprises dans les dernières années. Bon, on pense à la démission d'Émilise Lessard-Terrien de son poste de co-porte-parole féminine de Québec solidaire quelques mois après avoir succédé à Manon Massé. Le parti avait été ébranlé et elle avait montré du doigt le cercle tissé très serré, disait-elle, autour du porte-parole masculin. Quelques mois plus tôt, l'ex-députée solidaire Catherine Dorion a publié un livre dans lequel elle faisait état de ses relations tendues avec Gabriel Nadeau-Dubois. Catherine Dorion lui reproche d'avoir transformé Québec solidaire en parti traditionnel. Le tollé autour des propos du député Haroun Boisy. Écoutez, même l'élection de la députée Ruba Gazal au poste de co-porte-parole féminine en novembre dernier ne s'était pas déroulée dans un climat très serein. On peut lire ça sur notre site ce matin. Et ajouter à cela, j'en parlais, les sondages qui ne sont pas vraiment favorables. Vous avez la naissance d'un 2e enfant. Bref, on a peut-être là des ingrédients, une partie de réponse à tout le moins, qui nous explique pourquoi il va prendre cette décision-là. Mais on aura tous les détails et ses explications à lui à 13h, heure de Montréal, lors de l'annonce officielle. Merci beaucoup, Vincent. Je vous en prie. Bonne journée. Tout de suite, je me tourne vers Mario de Ticcio à Ottawa pour la revue de presse. Bonjour, Mario. Bonjour. Ottawa serait sur le point de conclure un partenariat militaire avec l'Union européenne. C'est dans la presse de ce matin. Oui, exactement. Et ça, bien sûr, en réponse là, à toutes les menaces tarifaires avec Donald Trump, cette idée-là d'annexer le pays aussi, toutes les tensions qu'on voit à travers le monde en ce moment. C'est un pacte qui permettrait au Canada, selon la presse plus, de participer au plan de réarmement européen de 800 milliards d'euros d'ici 2030. Comme je le disais, bon, c'est alimenté par les hostilités là, avec les États-Unis. C'est notamment ce rapprochement-là qui aurait déjà poussé le premier ministre Mark Carney à réévaluer la décision d'acheter 88 avions de combat F-35 de la société américaine Lockheed Martin au coût de 19 milliards de dollars. Tout ça, bien sûr, selon le texte de la presse plus, ça va offrir des opportunités économiques aux industries canadiennes, notamment dans l'aérospatiale, la construction navale et les véhicules blindés. Bon, on l'a dit, là, en reconsidérant l'achat des F-35 américains, et déjà ça, c'est pas donné. Il y a d'autres textes dans différents journaux aujourd'hui qui disent que c'est pas fait et que ça va difficile. Mais bon, si on le reconsidère, on pourrait toujours envisager des avions Gripen de la société suédoise Saab qui pourraient être assemblés au Québec. Une décision, bien sûr, qui s'inscrit là, dans un contexte de tension géopolitique, comme je le disais, avec la guerre en Ukraine et la guerre avec la Russie. Le fiasco Saclay continue
continue de faire couler beaucoup d'encre. Ce matin, Le Devoir nous apprend que la SAAQ avait octroyé des contrats d'une valeur de 700 000 $ à 2 firmes indépendantes pour faire une surveillance du projet. Oui, exactement. La SAC avait mandaté Ernst & Young et PricewaterhouseCoopers entre 2017 et 2022 pour surveiller l'avancement du projet CASA, donc le carrefour des services d'affaires, là, cette refonte-là des services numériques à la SAC. Les rapports produits par Ernst & Young, il y en a 8, montrent que dans l'ensemble, la firme se disait satisfaite de la gestion du projet. Tout ça, ces deux firmes-là ont joué un rôle clé dans la surveillance du projet, mais les deux firmes indépendantes ne sont que brièvement mentionnées par le rapport accablant de la vérificatrice générale. Dans tout ça, l'article indique à quel point, ça démontre un peu à quel point certains membres du CA de la SAC étaient au courant, mais c'est pas clair exactement comment ces rapports-là ont été étudiés par la vérificatrice générale, mais aussi tout ce qui était accablant dans ses propres rapports-là. Comme je le disais, les rapports d'Ernst & Young, du moins, montraient que la firme était satisfaite de comment le projet était géré. Dans tout ça, la firme a répondu au Devoir qu'elle n'avait pas nécessairement regardé les coûts et les dépassements de budget comme on en a tellement parlé au cours des derniers jours. Et en quelques secondes, le DG de la FTQ Construction quitte dans la tourmente. Oui, exactement. Éric Boisjoli, il a annoncé sa retraite hier. Bien sûr, le Journal de Montréal fait un lien entre ce départ-là et un texte qu'il avait sorti plus tôt. Ils en ont sorti plusieurs des textes, le Journal de Montréal, là, sur toutes les dépenses qu'il a fait. Ça fait couler de l'encre, ça. Un texte à lire dans le Journal de Montréal. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Au revoir. Parlons du président Donald Trump qui a causé tout un émoi quand il a fait comprendre aux Européens qu'il n'a plus l'intention d'assurer la défense du continent, comme c'était le cas depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. En quelques semaines, revamper les dépenses militaires du continent, c'est devenu la priorité de l'Union européenne et au-delà de la Grande-Bretagne, la Norvège, par exemple, qui sont aussi mis de la partie. Nulle part, la question a pris une aussi grande importance, je dirais, qu'en Allemagne, où il y a eu un vote vraiment historique là-bas qui s'est tenu il y a 2 jours. Alexandra Chatzka va nous expliquer ça. Bonjour, Alexandra. Bonjour Mathieu. Expliquez-nous d'abord sur quoi ont voté les députés du Parlement mardi. Mais c'est véritablement historique, comme vous l'avez dit. Chez les Allemands, vous savez, la rigueur budgétaire, c'est quasiment une religion d'État, si vous voulez. Et c'est même inscrit depuis 15 ans dans la Constitution allemande. Le pays n'a pas le droit de s'endetter à plus de 0,35% du produit intérieur brut. Juste à titre de comparaison, aux États-Unis, on est endetté à 126%. En France, à 115%. Au Canada, c'est un peu mieux, autour de 15%. Mais quand même, là, on parle de 0,35%, c'est vraiment très peu. Alors, en Allemagne, en plus, qui est pratiquement en récession depuis 2 ans, c'était impossible de relever le défi d'un réarmement indépendant des États-Unis, sur lequel, comme vous l'avez dit, les Européens se sont entendus il y a quelques jours à Bruxelles. Avec ce verrou fiscal, c'était vraiment impossible, d'autant plus que la question que l'armée comme telle, c'est vraiment tabou depuis la défaite de la Deuxième Guerre mondiale. On n'aime pas trop mettre de l'argent dans l'armée. Alors, toutes ces digues ont sauté mardi, il y a 2 jours, quand la proposition d'amender la Constitution allemande a été soumise au vote. Évidemment, Constitution, on avait besoin de 2/3 des voix et ça a été voté avec une courte majorité. Alors, plus de limite de 0,35% du produit intérieur brut, surtout les dépenses liées à la défense peuvent maintenant dépasser 1% du produit intérieur brut. Donc, c'est une grosse révolution, si vous voulez. On se prépare à des investissements massifs dans la défense. À noter que la nouvelle coalition issue des élections du mois dernier, coalition qui regroupe le CDU, le SPD, donc les conservateurs, les sociodémocrates et les Verts, a tenu à faire passer le vote par l'ancien Parlement qui siège encore jusqu'au 25 mars parce que le nouveau Parlement risquait de rejeter la proposition avec l'extrême droite AfD à plus de 20%. Donc, on vient de passer ce changement à la Constitution avec l'ancien Parlement.
quand on parle de changement à la Constitution, on comprend bien dans le contexte le caractère historique de ce vote qui est peut-être pas tout à fait fini. Ça pourrait être encore mis à l'épreuve? Oui, ça sera mis à l'épreuve encore vendredi parce qu'il y a un autre vote à la Chambre haute, donc demain vendredi. Ensuite, la décision peut être évidemment contestée devant les tribunaux, justement parce que le nouveau Parlement, qui a déjà été élu mais qui ne siège pas encore, n'a pas voté sur ce changement à la Constitution. Ça reste à voir. Mais il est clair que celui qui sera le nouveau chancelier, donc le conservateur Friedrich Merz, est bien décidé à opérer une véritable révolution comme l'Allemagne n'a pas vu depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, en plus des centaines de milliards pour l'équipement militaire et la défense, il engage 500 milliards d'euros, 750 milliards de dollars canadiens en équivalent, si vous voulez, pour les infrastructures, les routes, les écoles, les hôpitaux, aussi l'environnement. Le plus important programme d'infrastructure de l'histoire du pays qu'il s'apprête à entamer. C'est un véritable bazooka fiscal, comme on l'a appelé en Allemagne. Merz le sait et il l'a dit, on doit construire pratiquement à partir de zéro les capacités de défense européennes et l'Allemagne en particulier qui était très dépendante des États-Unis, y compris pour son parapluie nucléaire. On sait qu'économiquement, ça va plus ou moins bien ou moins bien que très bien en Allemagne sur le plan économique. Les investissements militaires peuvent être appelés à justement stimuler l'économie. Est-ce que ça pourrait être le cas? Oui, ça pourrait être le cas, on l'espère, mais ça ne se fait pas en criant ciseaux, évidemment. On estime que construire une industrie de la défense sophistiquée et indépendante peut prendre jusqu'à 10 ans. On va voir des efforts à travers le continent, mais en Allemagne, qui est un leader économique de l'Europe, il y a déjà des initiatives. Je vous en cite juste une. La compagnie Rheinmetall, qui est un leader mondial de la production d'armes et de munitions en Occident, pas seulement en Europe, a déjà proposé de convertir des usines de Volkswagen et de Continental AG, qui est un grand fabricant de pièces automobiles, en usines d'armement. Alors, c'est ce qu'on s'apprête à faire. Et juste pour rappeler, le secteur automobile a perdu 46 000 emplois depuis 5 ans en Allemagne. Et ça ne va pas s'améliorer parce que leur principal marché, ce sont les États-Unis. On sait maintenant les tensions avec M. Trump. Donc, Rheinmetall prévoit créer 10 000 nouveaux emplois en convertissant le secteur automobile en secteur militaire au cours des 2 prochaines années. Alors, avec le verrou fiscal qui vient de sauter au Bundestag mardi, tous les espoirs commencent à être possibles en Allemagne et en Europe. Alexandra Schatzka, merci d'avoir été avec nous à la semaine prochaine. Au plaisir, au revoir. À surveiller aujourd'hui dans l'actualité, évidemment, cette conférence de presse du co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois. Donc, c'est à 11h, heure de l'Est. La commission, la CSQ, en fait, sera devant la commission qui étudie le projet de loi 89 qui vise à encadrer davantage les droits de grève et de lock-out. Ce sera donc à l'Assemblée nationale à Québec. Et laïcité dans les écoles, c'est aujourd'hui que le ministre Bernard Drainville doit déposer son projet de loi pour renforcer la laïcité dans les écoles. Et preuve qu'il y a une campagne électorale fédérale qui est à nos portes. Le chef conservateur Pierre Poilievre qui multiplie les annonces, les déplacements un peu partout au pays. Il sera dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean aujourd'hui pour une conférence de presse. Vous voulez nous écrire à la une @radio-canada.ca. Vous pouvez aussi nous attraper en rattrapage justement sur la plateforme audio de Radio-Canada. Vos équipes du matin vont prendre le relais dans les prochaines secondes. Je vous retrouve moi dans les radiojournaux. Je serai absent demain. C'est Naïla Bendali qui sera là, donc on va se retrouver lundi. Imaginez des technologies qui sauvent des vies, qui réinventent le transport ou qui explorent l'espace. L'École de technologie supérieure en conçoit depuis 50 ans. 50 ans. Imaginez la suite.